Bonjour, chers amis. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis vraiment désolé de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui en personne. Malheureusement, pour des problèmes administratifs, je n'ai pas pu prendre l'avion. Mon passeport était presque en expiration et je m'en suis pas rendu compte. Et vraiment, je vous présente toutes mes excuses. J'aurais dû vérifier avant. Alors, aujourd'hui, je dois vous parler de l'importance de la PrEP communautaire dans la prévention du VIH. Et justement, qu'est-ce qu'on entend par PrEP communautaire? La PrEP communautaire, c'est un service de PrEP qui va être soit totalement, soit partiellement mis en œuvre au sens large par la communauté, communauté au sens large, la communauté des personnes concernées, la communauté des populations clés, la communauté euh, des, euh, des personnes vivant avec le VIH. Donc vraiment, les personnes qui sont concernées, et quand on parle de mise en œuvre, donc, il est pensé dès le départ avec et par les personnes issues de la communauté, les communautaires, conçu, planifié la promotion, l'implémentation, la gestion, le suivi, l'évaluation. Donc, vraiment, c'est à toutes les étapes. Les communautaires ne sont pas seulement des prestataires. Alors, la prophylaxie pré-exposition communautaire, elle peut prendre un aspect ou des modèles variables hein, en ce qui concerne les types de prestataires, les locaux, les services disponibles, les financements, etc. Et on va le voir dans un petit moment. Cette PrEP communautaire, en fait, elle est issue de la mobilisation communautaire autour de la PrEP et de la prévention du VIH. On sait à quel point les communautaires, comme on les appelle, c'est-à-dire nous tous ici aujourd'hui, se sont saisis des enjeux de prévention du VIH et notamment de la PrEP. Et comment est-ce que tout de suite ils se sont mobilisés parce qu'on y croit et parce qu'on sait que ça va nous aider à améliorer la prévention du VIH. Et mettre en place un modèle de PrEP communautaire, c'est vraiment reconnaître la place des communautés dans la prise en charge de leur santé en général et reconnaître qu'il n'y a pas que le savoir académique qui compte. Le savoir académique est important, la science pure est importante, mais aussi ce qu'on appelle le savoir expérientiel, le savoir des personnes qui vivent la chose, hein, ce que notre ami Bruno Spire, qui est parmi vous, euh, appelle les rhinologues. Hein, ils sont spécialistes en rien, mais en réalité, ils sont spécialistes en tout, puisque ce sont les personnes qui vivent au jour le jour et qui connaissent un petit peu les challenges et les difficultés auxquelles des personnes de leur communauté sont exposées. Et donc, ils sont les personnes qui sont les mieux à même de proposer des réponses. Alors, les acteurs de la PrEP, bien sûr, c'est le gouvernement, les services ministériels, le ministère de la Santé, c'est les organisations internationales qui sont impliquées, l'OMS, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial, les professionnels de la santé, les PVVIH pour leurs partenaires, par exemple, les populations clés. Et en réalité, on n'a pas besoin, quand on parle de communautaire, ce n'est pas seulement des personnes issues des populations clés. Les communautés peuvent exister à tous ces niveaux. Alors, quand on regarde un petit peu la littérature et les expériences précédentes, on voit qu'il y a des freins au développement de la PrEP. Parmi ces freins, c'est le manque ou l'absence d'informations sur la PrEP, aussi bien par les personnes qui seraient usagères de la PrEP, potentiellement, par les professionnels de la santé. Ils ne savent pas que ça existe, il y a des fausses informations, etc. Il y a une perception incorrecte du risque d'infection à VIH. On a toujours tendance à sous-estimer son risque. Donc, on dit non, non, moi, je ne prends pas de risque, donc je n'ai pas besoin de la PrEP. Ça, c'est un frein. Il y a des modèles non adaptés. Si on met un service de PrEP dans un endroit géré par le gouvernement, par exemple, difficile d'accès, il y a les gardiens, etc., si on ne peut pas y accéder facilement, eh bien, on ne va pas utiliser le service.
Les problèmes d'accessibilité, c'est aussi géographique. Si c'est loin, des problèmes d'accessibilité financière. Certains pays ont mis en place des programmes de PrEP gratuits, dont d'autres, il y a des participations des personnes. Il y a les mythes, les fausses informations qui circulent, et puis la peur des effets secondaires et la peur d'induire des résistances au cas où il y aurait une infection à VIH. Et ça, c'est classique. Ça, c'est surtout de la part des médecins pour la résistance. Et puis pour les candidats potentiels, c'est surtout la peur des effets secondaires, les fausses informations qu'il faut corriger. Et puis, bien sûr, la stigmatisation on sait que ce qu'on appelle en anglais les Truvada whores, les personnes, c'est-à-dire si on utilise la PrEP, ça veut dire qu'on est complètement désinhibé et qu'on n'a pas de limite et qu'il y a un risque donc de levée d'inhibition. Et alors, bien sûr, il y a des solutions à tout, et puis pour les levées d'inhibition, etc., on sait que c'est faux, mais quand on met en place un programme de PrEP communautaire, c'est ça un petit peu les freins qu'on va rencontrer, et c'est ça que les communautés savent mieux mettre en place pour justement attirer les gens pour utiliser la PrEP. Alors, je m'explique. Et avant de m'expliquer, voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, donc le modèle communautaire est venu apporter des réponses à toutes ces questions. Et avant de m'expliquer, je voulais vous dire que la PrEP communautaire, on la trouve dans à peu près tous les coins du globe et c'est un petit peu le modèle gagnant quand on met en place un programme de PrEP. Alors, bien sûr, il y a donc ça, c'est une photo de la PrEP. Donc ça, j'ai pris des exemples du réseau de Coalition Plus, qui est le réseau le plus important au monde en termes de nombre de cliniques communautaires qui offrent la PrEP. Donc ça, c'est la clinique de l'Actuel à Montréal. Alors ça, c'est pas une clinique de Coalition Plus, mais avec laquelle on a des relations de collaboration. C'est la fameuse Dean Clinic à Londres, qui est très en avance. Il y a le Spot qui est géré par Aide, ça c'est Marseille, mais il y en a un à Paris. La clinique des Halles à Bamako qui est aussi très en avance par rapport à ça. La clinique de MAC en Malaisie et puis le modèle des cliniques de la LCS dont je vais vous parler. Alors, le modèle de PrEP communautaire, je connais le mieux, c'est donc celui de la LCS et en fait, on a regroupé tous les services dans ce qu'on a appelé la clinique de santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire c'est une prise en charge un peu holistique où on a donc la prévention du VIH, dépistage, autotest, l'approche syndromique pour le dépistage des IST. Alors, on n'a pas de tests moléculaires, ils sont faits dans certains cadres ou alors à la demande des personnes qui, à ce moment-là, devront aller les payer de leur poche. Tout le reste des services est gratuit. Les services de santé anale qu'on a récemment mis en place, le dépistage du cancer du col de l'utérus chez les femmes, la prévention hépatite B, hépatite C, la vaccination hépatite B, le soutien psychologique, des services de lutte contre la violence basée sur le genre et bien sûr la PrEP et tous ces services donc de prévention combinés sont regroupés en un seul endroit, ce que les anglo-saxons appellent le one-stop shop. Tout est au même endroit. Alors, c'est un modèle de partenariat basé sur le partenariat entre la LCS, le ministère de la Santé, avec une partie des financements qui viennent du Fonds mondial, basé sur le principe de l'intégration. Donc, des services existaient déjà. La PrEP a été rajoutée à ce qui existait déjà. Les locaux, c'est des locaux séparés. Ce sont les locaux de la LCS, donc associatifs, communautaires. Les prestataires de services sont issus de la communauté. Donc, il y a des personnes qui n'ont aucune formation en santé, mais bien sûr que nous avons formé et suivi. Et puis, les services sont gratuits. Alors, on a bien sûr une mobilisation euh, pour faire connaître la PrEP, donc par les programmes de prévention de proximité, les gens qui vont faire de la prévention sur le terrain, dans les endroits de drague, dans les endroits de rencontre, sur les sites, sur les applications de rencontre, les applications digitales, des séminaires de sensibilisation pour les candidats potentiels, la formation surtout des professionnels de la santé pour un peu justement corriger toutes ces fausses infos. D'abord, leur faire savoir que la PrEP existe, parce que la plupart des professionnels de santé qui sont actuellement en exercice ont fait leur formation avant le principe de la PrEP, donc certains
ne soupçonnent même pas son existence, donc il faudrait la leur faire connaître et puis aussi corriger les fausses informations sur les résistances, etc. Il y a des programmes de recherche, comme par exemple le programme PrEP Femmes, qui a permis d'explorer pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes qui prennent la PrEP. Et ça s'est déroulé au Maroc, au Mali et à Maurice. Des groupes de parole et d'autosupport, des journées portes ouvertes, et puis la distribution des outils d'information. C'est comme ça qu'on fait connaître la PrEP. Alors, il y a aussi des méthodes un peu plus originales, comme par exemple, on a, avec les communautés et une troupe de théâtre, on a créé cette pièce théâtrale qui parle donc des femmes professionnelles du sexe et qui parle de la PrEP et qui a été jouée à plusieurs endroits, qui est en marocain dialectal, donc très accessible aux populations qui seraient qui seraient plus illettrées, ou alors, par exemple, on a fait aussi une formation de journalistes pour leur expliquer ce que c'est que la PrEP, comment en parler de façon positive au niveau des médias. Alors, quand on regarde un petit peu nos résultats, alors ça, c'est les inclusions de PrEP, donc on est à peu près à 2000 PrEPeurs au Maroc, un peu en deçà de nos attentes. Et là, ce sont les inclusions. Et on voit que très clairement, au moment de Covid, il y a eu une baisse très importante des inclusions. Et ça c'est bien, on l'a bien ressenti parce que ça a un petit peu cassé le programme sur sa lancée. Et là, on essaye de reprendre un petit peu. Et donc là, on voit, par exemple, en 2003, on reprend un petit peu les nouvelles inclusions. Alors, en faisant la PrEP, on s'est rendu compte que, par exemple, à peu près 18% des personnes qui venaient demander la PrEP n'avaient jamais fait de test VIH auparavant. Donc, finalement, la PrEP, c'est aussi un moyen de rattraper des personnes qui n'avaient pas accès au test. Euh, en faisant aussi la PrEP, comme on fait des tests, on se rend compte que, par exemple, il y a des personnes qui ont une hépatite B, par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes rénaux. Donc, c'est aussi finalement un moyen d'améliorer le dépistage aux maladies. Par exemple, on a 44 candidats qui ne se sont pas avérés, pardon, éligibles parce qu'ils avaient une contre-indication médicale, alors soit VIH, donc des primo-diagnostics de VIH, soit donc des hépatites B ou maladies rénales. C'est aussi un moyen d'améliorer l'accès aux services et d'améliorer l'équité en matière de santé, puisque à peu près le cinquième de nos PrEPeurs n'a aucune couverture sociale et donc en fait accéder à la PrEP et aux services de prévention combinée qui existent et qui sont accolés, c'est aussi un moyen d'améliorer l'accès aux services. 66% des PrEPeurs décident eux-mêmes, et ça c'est surtout les HSH, parce que ce n'est pas une option chez les femmes, de passer à la PrEP à la demande. Et donc voilà, et ce sont des personnes qui prennent le contrôle de leur santé et qui prennent des décisions elles-mêmes sur ce qui les arrange le mieux. Et c'est aussi un moyen d'améliorer le dépistage des IST, puisque vous voyez que à peu près 24% des PrEPeurs a eu une IST au moins une fois, et ça a été diagnostiqué grâce justement à leur suivi de PrEP. Et puis aussi, la PrEP communautaire, c'est aussi un moyen d'améliorer le suivi personnalisé des usagers, parce que même quand ils s'arrêtent, eh bien, on peut avoir, vous voyez, que 59% des HSH qui ont arrêté ont repris et 41% des TS. Et ça, c'est grâce au suivi dans les cliniques, puisque quand on voit qu'une personne a arrêté, on appelle, pourquoi vous avez arrêté, etc. Et on essaye de régler le problème. Donc finalement, la PrEP communautaire permet une prise en charge holistique de la santé sexuelle des personnes concernées. C'est une occasion supplémentaire de testing de toutes les IST, VIH et les autres. C'est un moyen d'autonomiser les personnes concernées qui prennent le contrôle de leur santé. C'est aussi une reconnaissance du savoir des populations clés et de leurs droits fondamentaux, droit à la santé, droit à la prévention. C'est un moyen d'améliorer l'accès et l'utilisation des services et finalement, c'est en plein dans l'objectif de toute association communautaire qui est celui de transformation sociale.
Alors, on m'a demandé de préparer quelques recommandations. Alors, je les propose pour la discussion et bien entendu, elles restent discutables. Impliquer les communautés concernées dans toute réflexion ou mise en œuvre de PrEP, donc dès le départ. Reconnaître pleinement le savoir expérientiel, comme on disait tout à l'heure, des communautés et ne pas l'opposer au savoir académique, sont plutôt en synergie. Les deux types de savoir se mettent ensemble pour faire avancer les choses, former et sensibiliser les professionnels de santé et les décideurs pour s'assurer qu'ils vont adhérer à ce programme, informer et sensibiliser le public cible, notamment pour dissiper les craintes des effets secondaires et corriger les fausses informations. Et enfin, intégrer l'offre de PrEP dans les services qui existent déjà en Tunisie, notamment de prévention combinée. Voilà, merci beaucoup et vraiment, je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une bonne fin d'atelier. Merci beaucoup.